Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 23 mars. Monsieur Roland Dumas se met en congé de la présidence du Conseil constitutionnel. Il était mis en examen depuis près d'un an dans un dossier en marge de l'affaire Elf. Débat ce soir à l'Assemblée nationale autour du projet de loi sur la présomption d'innocence. Le texte prévoit la limitation de la détention provisoire. Les frappes de l'OTAN contre des cibles serbes pourraient intervenir dans les prochaines heures. Nous n'avons rien obtenu à Belgrade, vient de déclarer Bill Clinton. Des dizaines de milliers d'agriculteurs manifestent dans plus de 100 villes de France à la veille du sommet européen de Berlin où sera évoquée la réforme de la politique agricole commune. Il y a juste 50 ans s'ouvrait la première communauté d'Emmaüs en région parisienne. L'abbé Pierre et ses compagnons voulaient agir contre la misère. L'abbé Pierre est notre invité. J'ai décidé pour un temps de ne pas exercer ma fonction de président du Conseil constitutionnel. C'était ce matin la première phrase du communiqué de M. Roland Dumas, publié par l'agence France-Presse. Ainsi, le président du Conseil constitutionnel se met en congé forcé, contraint par les pressions politiques et médiatiques, soudain accrues ces derniers jours par les nouvelles déclarations de Christine de Viéjoncourt. Récit, Jacques Wittenberg, Valérie Fourniou et Nadine Picard. Il est 18 h, Roland Dumas quitte son domicile parisien. Il y est resté toute la journée. C'est d'ici qu'il a fait connaître la décision à laquelle tout le monde s'attendait. Ce soir, il ne la commentera pas. Un peu plus tôt, sortis par une porte dérobée, ses avocats, longuement reçus dans l'appartement de M. Dumas, ne sont guère plus bavards. Comment va M. Roland Dumas ? De quoi avez-vous parlé ? Les explications, en fait, c'est un communiqué rendu public dans la matinée qui vont les donner. Roland Dumas quittera la présidence à minuit. Il donne 3 raisons à son choix. Mettre l'institution à l'abri des amalgames trop faciles et trop nombreux qui ont existé et qui existent encore. Deuxième raison, explique l'ancien ministre, poursuivre le combat pour la recherche et la découverte de la vérité en prenant notamment les initiatives procédurales qui vont s'imposer. Troisième motif, retrouver mes forces mises à mal par les coups reçus pendant les 18 mois qu'a duré la campagne de calomnie qui visait à m'abattre en dépit de la présomption d'innocence à laquelle chaque individu a droit. Présomption d'innocence, c'est la tonalité de la première réaction ce matin au Conseil des ministres. Le garde des Sceaux vient d'apprendre la nouvelle. C'est pas parce que cette décision est prise que cela veut dire qu'on doit préjuger des procédures judiciaires concernant Roland Dumas. À l'Assemblée nationale, pas de surprise, la classe politique attendait ce départ, mais à droite comme à gauche, beaucoup regrettent qu'il ne s'agisse que d'une mise en congé. C'était donc une décision qui devait être prise et qui aurait peut-être dû être prise depuis plus longtemps. Ce qui avait vraiment posé problème jusqu'à maintenant, c'est que 2 ou 3 décisions rendues par le Conseil constitutionnel ont été soupçonnées de partialité en raison du fait que Roland Dumas présidait. Donc je pense que là, ça valait un peu mieux. Je déplore qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout de la logique. Il n'existe pas dans la Constitution de mise en congé. Soit il est président, soit il ne l'est pas. Soit il reste président, soit il démissionne. Et vu la situation, on attendait que le président du Conseil constitutionnel démissionne purement et simplement. Se mettre en congé, je trouve que c'est un peu grotesque, voilà. Donc il faut qu'il s'en aille, qu'il démissionne, parce que sinon il restera toujours un petit doute. Au Conseil constitutionnel, ce soir, on a été prié de faire passer un message, et un seul, l'institution fonctionne. Pas de commentaires sur la lettre qu'aurait trouvée Roland Dumas sur son bureau, signée par 5 de ses collègues pour lui demander de prendre du recul. À partir de demain, Yves Guéna est le nouveau président du Conseil. Les sages pourraient être réunis dès cette semaine. M. Roland Dumas avait été mis en examen le 29 avril 1998 dans un dossier lié à l'affaire Elf. Ce sont les juges d'instruction Eva Joly et Laurence Wisniewski qui sont en charge du dossier concernant la vente en 1991 de 6 frégates militaires par Thomson à Taïwan. Et puis les commissions réclamées à cette occasion par ceux qui œuvraient pour les bénéfices de la société Elf. Explication, Olivier Caroff. Roland Dumas rattrapé par l'affaire Elf, c'était en janvier 98. 2 juges d'instruction perquisitionnent chez le président du Conseil constitutionnel. Pour Roland Dumas, le temps du soupçon commence. Quelques semaines avant cette perquisition spectaculaire, Eva Joly et Laurence Wisniewski ont mis en examen, puis jeté en prison l'ancienne maîtresse de Roland Dumas. Christine de Viéjoncourt a été dénoncée par une lettre anonyme. La justice s'intéresse d'abord à son appartement parisien. 300 mètres carrés dans cet immeuble rue de Lille, payé avec de l'argent venu d'Elf. Christine de Viéjoncourt explique alors au juge qu'elle a servi d'intermédiaire
à Alfred Sirvin, le numéro 2 du groupe pétrolier. Mais Elf lui a offert bien plus qu'un appartement, 70 millions de francs en tout. Pourquoi ? Pour qu'elle tente d'influencer Roland Dumas, dit-elle. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères bloquait une vente de frégates à Taïwan. L'affaire Elf devient une affaire Roland Dumas. Le président du Conseil constitutionnel est mis en examen fin avril 1998 pour complicité et recel d'abus de biens sociaux. Roland Dumas doit s'expliquer sur les fortes sommes d'argent liquide découvertes sur ses comptes en banque. Entre l'argent d'Elf et les comptes de l'ancien ministre, les juges ne trouvent pas de lien direct, rien sauf une paire de chaussures achetée pour lui par Christine de Viejoncourt avec la carte de crédit d'Elf. Il affirme avoir remboursé, Christine de Viejoncourt confirme. Après avoir interrogé Roland Dumas à 8 reprises, les juges referment le dossier la veille de Noël. Mais un événement inattendu va se produire dans le bureau d'Eva Joly. Christine de Viejoncourt décide de lâcher Roland Dumas. Il y a 3 semaines, elle affirme lui avoir offert des statuettes avec l'argent d'Elf et l'avoir mise au courant de l'origine des fonds. Puis, elle prétend que les fameuses chaussures Berluti n'ont jamais été remboursées. Et surtout, elle revient sur l'achat de l'appartement rue de Lille. Le vrai destinataire n'en serait pas Alfred Sirvin, mais bien Roland Dumas. Vendredi dernier, la justice rouvre le dossier. Pour les juges Joly et Wiśniewski, comme pour Roland Dumas, ce sont de longs mois d'enquête qui s'annoncent à nouveau. Les 2 juges, Eva Joly et Laurence Wiśniewski, sont actuellement en Afrique du Sud. Elles cherchent à obtenir des informations sur les déplacements d'Alfred Sirven, donc l'ancien collaborateur du président d'Elf. Monsieur Sirven pourrait ou aurait pu résider en Afrique du Sud. Et puis, sur décision de ces mêmes juges, une saisie conservatoire a été opérée en Indre-et-Loire, à Beaumont-en-Véron. Ici, les gendarmes ont déménagé les meubles du château que possède monsieur Alfred Sirven. Monsieur Roland Dumas avait été nommé en 1995 par le président François Mitterrand, peu de temps avant la fin de son mandat, à la tête du Conseil constitutionnel. Avocat de formation, monsieur Dumas fut un compagnon très fidèle de monsieur Mitterrand. Il a occupé les fonctions de ministre des Affaires étrangères de 84 à 93, hors la parenthèse de la cohabitation de 86 à 88. Commentaire Laurent Hakim. Des dorures du Palais Royal, siège du Conseil constitutionnel, à ses bureaux de l'île Saint-Louis en passant par ses visites à l'Élysée, on a souvent prêté à Roland Dumas, en plus d'un goût prononcé pour le pouvoir, celui du luxe et des mondanités. Grand amateur d'art, ami de Picasso, ou encore exécuteur testamentaire de la succession de Giacometti, Roland Dumas, l'avocat, a mené une 2e carrière en politique dans les pas de François Mitterrand. Absent du premier gouvernement socialiste de 81, il rejoint le pouvoir 2 ans plus tard aux affaires européennes avant d'accéder au lambris du Quai d'Orsay en 84, un poste qu'il ne quittera quasiment plus jusqu'en 93, exception faite de la première cohabitation. Cette fonction l'autorise à gérer un domaine réservé du chef de l'État, les affaires étrangères, une complicité que l'on retrouvera dans les pèlerinages entre amis à Solutré. Roland Dumas, protecteur de la mémoire de l'ancien président à la tête de l'Institut François Mitterrand, protecteur toujours de Mazarine, la fille de l'ancien chef de l'État. En février 97, quelques mois avant la fin de son second septennat, François Mitterrand lui offre la consécration. Je le jure. La présidence du Conseil constitutionnel. L'affaire Elf date de son passage au Quai d'Orsay, mais c'est à la Cour suprême qu'elle l'a rattrapé. Le départ de ce familier des allées du pouvoir soulage une classe politique pour laquelle le 5e personnage de l'État était devenu trop encombrant. Pendant la mise en congé de M. Dumas, c'est donc le doyen d'âge du Conseil constitutionnel, Yves Guéna, qui le remplacera. Le Conseil est désormais réduit à 8 membres. Commentaire Arnaud Boutet. Le Conseil constitutionnel compte 9 membres, renouvelés par tiers tous les 3 ans. Privilège rare, ils ne peuvent être révoqués. 3 sont nommés par le président de la République. Ce fut le cas de Roland Dumas en 1995 sur décision de François Mitterrand. 3 autres sont choisis par le président du Sénat et le dernier tiers par celui de l'Assemblée nationale. Le Conseil est le garant du respect de la Constitution. Il a donc droit de vie et de mort sur les lois. Le Conseil constitutionnel contrôle également la validité des élections nationales. Il examine les réclamations et proclame les résultats. Le 13 mai, il vous a en conséquence proclamé président de la République française à compter de la cessation des fonctions de M. François Mitterrand.
Enfin, il assure la continuité de l'État. C'est lui qui constate un éventuel empêchement du président de la République. À partir de demain, Roland Dumas ne siégera pas à la table du Conseil. Le temps de son congé, c'est Yves Guéna qui assurera l'intérim de la présidence en tant que doyen des membres. Est-ce que la démission de M. Dumas sera effective dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois? Personne ne peut le dire. La logique de sa mise en congé d'aujourd'hui est néanmoins qu'elle débouche sur une démission dans un délai que je qualifierais de raisonnable, que je situerai pour ma part un peu avant l'été. Dans les futurs débats, Yves Guéna ne bénéficiera pas de la voix prépondérante du président. Avec le départ de Roland Dumas, l'équilibre politique au sein du Conseil est modifié. 5 conseillers sont aujourd'hui de droite contre 3 de gauche. Gérard Leclerc, pression médiatique, pression politique, instruction sur la voie publique. La chute programmée de M. Dumas est assez symbolique. Écoutez, Roland Dumas, mis en congé du Conseil constitutionnel après Édith Cresson démissionné avec toute la Commission européenne. Voilà en partie soldé 2 affaires bien différentes mais qui empoisonnaient la vie politique. D'autres continuent comme les emplois fictifs de la mairie de Paris, même si le président de la République est désormais à l'écart. Alors une évidence s'impose, nous avons changé d'époque. Aussi solide et immunisé soit-il, aucun responsable politique ne peut plus résister à la pression des juges et des médias et surtout d'une opinion publique qui exige la transparence et n'accepte plus que quiconque soit au-dessus des lois. Qui s'en plaindra quand on sait que l'opacité et le discrédit entourant les politiques ont fait le jeu des extrémistes et des abstentionnistes. Les politiques au comportement d'ailleurs souvent proche de l'autisme ont mis du temps à l'admettre. Encore dans l'affaire Dumas, on ne peut qu'être frappé par leur discrétion pendant de longs mois avant le lâchage général de ce week-end. Alors il reste quand même un certain nombre d'interrogations sur cette affaire. Oui, la mise en congé tardive de Roland Dumas, on l'a vu, apparaît à beaucoup comme une demi-mesure difficilement tenable à moyen terme. Pour la Commission européenne, il faut maintenant voir comment les politiques reprendront le pouvoir face à un organisme technocratique. Enfin, si s'impose un peu plus aujourd'hui la nécessité de moraliser et de réhabiliter la vie politique, des garde-fous, comme la présomption d'innocence, l'instruction équilibrée, un statut de l'élu, doivent éviter aux maires, aux ministres, aux députés les règlements de compte et le harcèlement judiciaire. Alors effectivement, coïncidence du calendrier politique, Gérard, c'était aujourd'hui que les députés de l'Assemblée nationale devaient commencer l'examen du projet de loi sur la présomption d'innocence. Mais le débat aura quelques heures de retard, il s'ouvrira en effet dans la soirée. Les députés ont été en effet les témoins attristés, atterrés même par moments, du malaise de M. Michel Crépeau alors qu'il venait de poser une question au gouvernement. M. Crépeau a été transporté d'urgence à l'hôpital Cochin. Commentaire Jean-Baptiste Prédaly avec Marcel Martin. Voilà mes questions. Michel Crépeau, le président du groupe RCD, vient de s'adresser à Dominique Strauss-Kahn. Mais soudain, le ministre s'interrompt dans sa réponse. Petite seconde, monsieur. Il faudrait que quelqu'un se porte vers monsieur Crépeau, là. Oui, à son banc, Michel Crépeau est victime d'un malaise. Aussitôt, les députés médecins, Philippe Douste-Blazy ou Alain Calmat, prodiguent les premiers soins. Ce que je sais, c'est qu'il a perdu connaissance et que son cœur ne répondait plus. Donc on a été obligé de faire avec un certain nombre de médecins députés qui étaient là, vraiment immédiatement ce qu'on pouvait faire. C'est un réflexe normal pour un médecin. On fait de la massage cardiaque. Évacué de l'hémicycle, Michel Crépeau est d'abord soigné sur place, ranimé. Dans une assemblée sous le choc, la séance est suspendue. Laurent Fabius vient ensuite donner les premières nouvelles. Grâce à l'intervention rapide de collègues députés et médecins, puis du SAMU, son cœur a pu repartir, mais enfin, le pronostic est réservé et on l'a emmené à l'hôpital Cochin. Ce soir, le député maire de La Rochelle, qui a 68 ans et a déjà été victime de malaise cardiaque, est toujours en réanimation dans un hôpital parisien. Il y a quelques minutes, on apprenait que le pronostic est toujours réservé, mais qu'il va beaucoup mieux. C'est donc dans la soirée que l'Assemblée nationale commencera à examiner le projet sur la présomption d'innocence. C'est un projet présenté par Mme Guigou auquel le gouvernement se dit très attaché. Alors il convient de rappeler 3 éléments dans ce projet. Tout d'abord concernant la garde à vue, le nouveau texte prévoit la présence d'un avocat dès la première heure de détention. S'agissant de cette détention provisoire, elle serait décidée par un juge dit de la détention, différent de celui de l'instruction. Enfin, 3e mesure prévue par le gouvernement, la diffusion d'images dans la presse de personnes menottées ainsi que celles de victimes en situation dramatique portant atteinte
à leur dignité seraient sanctionnés à hauteur de 100 000 francs d'amende. Alors pour illustrer les conséquences néfastes des atteintes à la présomption d'innocence qui peuvent toucher tous les citoyens, qu'ils soient anonymes ou célèbres, eh bien ce soir nous avons choisi de rappeler ce qui s'est passé il y a 3 ans en territoire de Belfort. Le président du Conseil général, M. Christian Proust, fut placé en détention par un magistrat. Aujourd'hui, il attend toujours l'épilogue de cette mésaventure judiciaire. Reportage Christine Boss et Patrice Schumacher. L'exemple que vous citez de Giga Storage ne me paraît pas être une démonstration évidente. Maintenant, chacun est bien informé sur les conditions dans lesquelles ce projet a été saboté. Donc, régulièrement assénée par l'opposition, l'affaire Giga Storage colle toujours à la peau de Christian Proust. On est très en dessous. Mis en examen il y a 3 ans pour complicité d'escroquerie, le président du Conseil général du territoire de Belfort avait été placé 15 jours en détention. Ça rend humble par rapport aux positions de pouvoir que la politique peut procurer. Ça donne le sentiment plus exact de la fragilité de la vie. On le soupçonne alors de détournement de fonds publics qui doivent permettre l'installation à Belfort d'une entreprise d'informatique, Giga Storage. À la clé, 200 emplois, une vraie manne après la disparition ici du géant de l'informatique Bull. Après 2 rapports d'expertise financière qui ne relèvent aucune manœuvre frauduleuse, Christian Proust attend depuis 3 ans un non-lieu ou un jugement. Je ne peux pas dire que je suis sorti blanc comme neige de ces affaires, mais je crois que dans l'ensemble, les résultats des élections cantonales qui se sont passées l'année dernière l'ont montré, nous avons gagné 4 cantons. Donc je pense que la majorité est sortie renforcée en fait de cette situation. Conforté politiquement grâce au soutien de Jean-Pierre Chevènement et des Belfortins, Christian Proust reste marqué par son expérience carcérale et pointe les insuffisances du projet de loi sur la présomption d'innocence. Il y a toujours la responsabilité des gens et des magistrats qui aujourd'hui sont irresponsables. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre n'importe quelle décision, ils n'auront jamais à en justifier. Ceci dit, je pense qu'en partie la création du juge de la détention aurait été une garantie supplémentaire pour moi et aurait pu éventuellement me permettre d'éviter l'épreuve de la détention provisoire. Depuis, Christian Proust n'a cessé de raconter son histoire via Internet et puis un livre témoignage pour retrouver son honneur perdu. Le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, le propriétaire et l'affréteur espagnol de l'autocar entré en collision avec un camion. C'était au mois de juillet 1995 à Roquemaure, dans le Gard. L'accident avait fait 22 morts et 32 blessés. Le chauffeur du car a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. En Belgique, les policiers de Bruxelles sont intervenus hier soir à la suite d'une effraction commise dans la voiture du député européen Jean-Marie Le Pen. Les policiers ont alors saisi dans cette voiture des armes de poing, des grenades lacrymogènes, mais également un fusil à pompe. Reportage Marianne Masse et Patrick Verstern. Hier soir, dans le centre de Bruxelles, une patrouille de police tombe sur une voiture dont une vitre est cassée. La procédure veut que les agents fouillent le véhicule pour vérification. Et là, il tombe sur un fusil à pompe, 2 gilets pare-balles, des cartouches, une matraque et des grenades lacrymogènes. Les occupants de la voiture sont vite retrouvés dans un restaurant voisin. Jean-Marie Le Pen, son chauffeur et son garde du corps qui porte un revolver. Les hommes sont entendus au commissariat. Le garde du corps de M. Le Pen déclare que le riot gun et le revolver Smith & Wesson lui appartient. C'est lui-même qui a aussi mis les autres armes dans la voiture pour servir pour protection de M. Le Pen. En Belgique, grenades et matraques sont des armes prohibées, mais surtout les 2 armes à feu n'avaient pas de permis valide. Elles ont toutes été saisies. Pas de quoi ébranler le chef du Front National qui siégeait aujourd'hui au Parlement européen, même si dans l'affaire on lui a volé un téléphone portable. La police s'est beaucoup plus inquiétée de savoir ce qu'il y avait dans la voiture des victimes plutôt que de l'identité des agresseurs ou des voleurs. Alors le gouvernement belge devrait prendre des dispositions pour assurer la sécurité de ces personnalités ou au moins pour leur permettre de l'assurer eux-mêmes. Jean-Marie Le Pen ne sera pas inquiété directement pour le moment. Il bénéficie d'une immunité parlementaire que lui confère son mandat de député européen. Pour entendre sa version, le parquet de Bruxelles est en train d'examiner l'opportunité d'une demande de levée de cette immunité parlementaire, une procédure qui pourrait prendre plusieurs mois.
Ce soir, le président Chirac doit dîner avec le chancelier allemand Gerhard Schröder à la veille du sommet de Berlin des chefs d'État et de gouvernement européens. Il sera bien évidemment question du financement de l'Union européenne et de la réforme de la politique agricole commune. Aujourd'hui, les agriculteurs avaient décidé de se faire entendre et massivement. Il y eut donc plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans la quasi-totalité des départements français. Quelques exemples avec les commentaires de Cécile Aspe. Grosse mobilisation à Lille où près d'1 millier de tracteurs a envahi le centre-ville. Les autoroutes ont été également bloquées pendant quelques heures. À Bordeaux, une centaine d'agriculteurs a manifesté avec vaches et moutons devant la cité administrative, bloquant l'entrée du personnel. Objectif, faire pression avant le sommet de Berlin. On est là aussi pour rappeler donc, à nos responsables politiques que nous restons mobilisés. Et que si jamais le soi-disant accord, qui n'en est pas un, du Conseil des ministres n'était pas invalidé par les hommes politiques, eh bien, ça allait bouger dans les campagnes. Tous les agriculteurs espèrent en effet que Jacques Chirac et Lionel Jospin parviendront à améliorer le compromis conclu le 11 mars dernier. À Poitiers, les agriculteurs avaient mis en place des barrages filtrants aux entrées de la ville. Bonjour. Quel problème? La PAC, hein? La PAC, toujours la PAC. Je vais vous dire, mis à part l'odeur des pneus, on est d'accord avec vous. Même chose à Valence, où tous les accès entre la Drôme et l'Ardèche ont été coupés. La mobilisation massive des agriculteurs est d'abord un soutien au Premier ministre et au chef de l'État, mais en cas d'échec des négociations, la colère des paysans pourrait s'amplifier. Pour ouvrir sa campagne pour les élections européennes, le président du Mouvement pour la France, M. Philippe de Villiers, organisait hier une réunion au Palais des Congrès. Il s'est félicité de la chute de la Commission de Bruxelles et a souhaité une Europe de proximité et de coopération en dénonçant une Europe de technocrates sans visage, a dit M. de Villiers. Échec des alliés américains et européens face au président serbe Slobodan Milosevic. L'émissaire américain M. Richard Holbrooke n'a pu convaincre M. Milosevic de signer l'accord de paix. Ce soir, M. Clinton reconnaissait que rien n'avait été obtenu auprès de Belgrade. Commentaire Patrice Romden. Tir de char pour permettre à la troupe d'avancer. Alors que se précisent les menaces de frappes aériennes, policiers et soldats serbes gagnent des positions encore sous contrôle UÇK il y a peu. Femmes qui vivent dans les villages désertés par les civils, qui n'ont d'autre alternative à la fuite. On les retrouve en ville, aux portes des organisations humanitaires, dont les provisions de nourriture s'amenuisent. On en croise aussi dans les montagnes, qui tentent de franchir clandestinement la frontière de la Macédoine, désormais fermée, les autorités de Skopje ne sachant plus comment gérer ceux qui ont pu passer. Ceux-là en tout cas n'attendent qu'une chose, que l'OTAN frappe. Et tout indique que ça ne va pas tarder, à commencer par l'échec de la mission Holbrooke. Aujourd'hui, l'émissaire américain a demandé deux choses à Slobodan Milosevic. Primo, un cessez-le-feu immédiat. Secondo, la mise en place d'une force internationale. Sur les deux points, les autorités yougoslaves n'ont pris aucun engagement, commentera Holbrooke. S'ensuit un florilège de déclarations. Gerhard Schröder à Bonn, Tony Blair à Londres, Jacques Chirac et Lionel Jospin à Paris. Tous estiment que l'on vit des heures décisives et que s'il le faut, l'OTAN frappera. La France est déterminée à prendre toute sa part à l'action militaire devenue inévitable et cela engagera des forces de la France comme des forces européennes et non exclusivement, monsieur le député, des forces américaines. Les Russes aussi prennent la parole. Le Premier ministre Evgeny Primakov rejette l'hypothèse des frappes ou alors, dit-il, il faut agir contre la Turquie parce que le problème kurde n'est pas réglé ou contre l'Espagne en raison du problème basque. Ce discours, Primakov s'apprêtait à le répéter à Clinton qui devait l'accueillir à Washington. Mais le voyage est reporté. Il est vrai que le président américain en est lui à convaincre son opinion publique du bien fondé de la solution militaire. Dominique Gardin, en effet, le président Clinton, il a fallu qu'il fasse de la pédagogie pour expliquer pourquoi il fallait passer à l'action. Oui, absolument. Pendant plus d'un quart d'heure, le président américain s'est mué à la fois en professeur d'histoire et de géographie pour tenter de convaincre ses électeurs américains à quel point il était important et urgent que l'OTAN intervienne. Si l'on ne fait rien, dit Bill Clinton, les Serbes pourraient lancer une offensive de plus vaste ampleur. Puisque Milosevic ne veut pas faire la paix, eh bien nous devons le contraindre, nous devons réduire ses capacités à faire la guerre. Et puis, pour s'assurer que vraiment son message soit reçu 5 sur 5 jusqu'au plus profond de l'Amérique, eh bien Bill Clinton n'a pas hésité à faire le parallèle entre Milosevic et Hitler. Si nous avions écouté Winston Churchill à l'époque, a dit Bill Clinton, nous aurions peut-être pu intervenir à temps et empêcher ainsi le chef de l'Allemagne nazie de causer la mort de dizaines de millions de personnes. Vous voyez qu'ici,
on dessine parfois l'histoire à gros traits. Alors, peut-on savoir si on connaît la chronologie des événements à venir, c'est-à-dire les frappes, c'est pour dans quelques heures, c'est pour demain? Écoutez, c'est difficile à dire. Vu d'ici, on a l'impression évidemment que ça pourrait avoir lieu n'importe quand, dans les minutes ou dans les heures à venir. Il ne faut pas oublier cependant que les États-Unis ne sont que l'un des 19 membres de l'Alliance Atlantique. Ce n'est pas Bill Clinton qui va donner l'ordre de bombarder, mais ce sont bien les stratèges de l'OTAN à Bruxelles. Merci Dominique. J'ajoute que Londres et Berlin ont décidé de fermer leurs ambassades à Belgrade et qu'un poste de missile antiaérien a été installé dans le sud-est de l'Italie. Dans la province du Kosovo, les milliers de réfugiés essaient de survivre. À Pristina, aujourd'hui, il y avait les obsèques respectives de victimes serbes et de victimes kosovares. Reportage de nos envoyés spéciaux Anne Poncinet et Gilles Jacquet. Le policier qu'on enterrait aujourd'hui à Devet Jugovica, aux abords de Pristina, est un gars du pays. Un de ces Serbes dont la famille est ancrée sur cette terre, aussi loin que remonte sa mémoire. À 25 ans, Alexander est mort en service, au cours d'une embuscade dans les rues de Pristina. Tu es mort à cause du terrorisme, a déclaré le policier chargé de l'allocution. Partout dans le monde, le terrorisme est reconnu comme tel, mais ici, la communauté internationale ne veut pas le voir. Dans le petit cimetière, où résonnent au loin les bruits du canon, la haine côtoie la peur. Pour chaque policier serbe tué, on ne tuera pas 100 Albanais, mais 1000. Et vous avec? On a nos fils ici et nos petits-fils. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir? On espérait toujours que ça allait s'arranger. La peur, c'est ce que partagent le mieux Serbes et Albanais ces temps-ci à Pristina. Hier, 2 attentats ont fait 4 morts albanais, des civils. La vitrine de ce bar a été mitraillée et une grenade lancée contre cet autre café, un lieu de rencontre connu des intellectuels et artistes albanais de Pristina. La peur, elle existe, elle s'impose, même si on la combat. Parce que les coups de feu, ça te fiche la trouille, on dort mal. Et tous les 20 mètres, il y a des policiers qui te demandent tes papiers. Le jeune homme de 30 ans, tué hier dans un de ces attentats, était lui aussi inhumé aujourd'hui sur les hauteurs de Pristina, selon la coutume albanaise. Commerces et restaurants ferment de plus en plus tôt à Pristina. Et après les vérificateurs de l'OSCE, c'est au tour des organisations humanitaires non gouvernementales de quitter la ville. Il ne reste plus aujourd'hui que quelques-unes des 50 organisations qui se trouvaient à Pristina encore récemment. À Londres, on attend pour demain la décision des juges de la Chambre des Lords concernant le statut d'immunité diplomatique ou non pour le général Pinochet. Aujourd'hui, 3000 croix de bois. 3000 croix ont été plantées devant le palais de Westminster par les familles des victimes. Chaque croix représente des morts ou des disparus, victimes de la dictature chilienne du général Pinochet. Il y a 50 ans, tout juste, s'ouvrait la première communauté de compagnons d'Emmaüs à Neuilly-Plaisance en région parisienne. L'anniversaire a été célébré en présence de Jacques Delors et de nombreux compagnons de l'abbé Pierre. Une exposition de témoignages et de portraits d'exclus s'installera bientôt à Paris, puis dans une centaine de villes de France. Et chaque Français sera sollicité pour un don d'un objet correspondant à un besoin précis défini à l'avance par les compagnons d'Emmaüs. En 1949, l'abbé Pierre était aussi député et il accueillait dans une grande maison à Neuilly-Plaisance un ancien forçat devenu le premier compagnon d'Emmaüs. 50 ans après, le mouvement est présent dans 37 pays, 4 continents, mais tout a commencé en région parisienne. Reportage Patricia Charnelet et Hervé Pozzo. Je sais ce que c'est que la faim, j'ai couché dehors, j'ai eu faim, j'ai été sale. Et ici maintenant je suis propre, j'ai plus faim. C'est parce qu'un homme, l'abbé Pierre, a un jour dit non à la misère qu'a commencé l'aventure d'Emmaüs en 1949. Il a réuni autour de lui les plus pauvres, ceux qu'il a appelés les chiffonniers puis les compagnons. Leur mission, récupérer dans les décharges, dans les poubelles, les objets jetés par les autres, les réparer et les vendre. Aujourd'hui, à Neuilly-Plaisance, c'est toujours ce travail de récupération et de remise en état qui structure la vie de 45 compagnons. Avant ça, j'étais un petit peu clochard, donc c'est un petit peu différent comme vie, hein, légèrement. Et quand je suis arrivé ici, c'est que j'avais envie de bosser, gagner mon pain, sentir utile à quelque chose. Ces hommes restent le temps qu'ils veulent à Emmaüs. Ils sont logés, nourris, ils perçoivent une allocation mensuelle autour de 1000 francs. En échange, ils doivent participer aux activités et ils ont beaucoup de clients. 5 jours par semaine, c'est la vente des objets réparés. Elle a un énorme succès.
L'argent gagné fait vivre les compagnons et sert à toutes les autres actions de solidarité d'Emmaüs en France et dans le monde. Un système d'économie solidaire dont la priorité est le respect de l'homme. Il y a des projets qui émergent et puis il y a le sentiment de compter pour tous ceux de la communauté, de compter pour des clients avec lesquels on a des relations, pour les gens du quartier, de se rendre compte qu'on a sa place et là il y a à nouveau des envies personnelles et puis on retrouve la force de les réaliser et bon, pour nous c'est le meilleur cadeau quoi. L'histoire des compagnons est souvent très douloureuse. Pourtant, ils sont nombreux à retrouver ici quelques raisons d'espérer. J'avais un bon métier, je gagnais bien ma vie, mais puis à 40 ans, retrouver du boulot, c'était pas évident du tout. Et c'est comment la vie ici? Bien. Pourquoi? Je fais un boulot qui me plaît, je m'accorde avec tout le monde. Si vous avez le sentiment d'avoir retrouvé votre dignité d'homme? Ah oui, ah oui, complètement. Ah oui. J'ai beaucoup d'amis en ville, j'ai des amis ici. Ah oui. Je peux passer partout la tête haute ici. On aime bien ici, à Neuilly-Plaisance, on aime bien Emmaüs. Il y a en France 4000 compagnons d'Emmaüs, preuve que la mobilisation contre l'exclusion est toujours aussi nécessaire. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir. 50 ans, bilan évidemment positif, mais en même temps, est-ce que vous n'êtes pas lassé de vous répéter, de pousser des coups de gueule pour dire qu'il faut faire changer ce monde? Non, lassé, non. Je suis vieux, ça oui, mais moralement, lassé de me battre, cela non. Voyez-vous, pour ceux qui sont spectateurs, qui regardent, ils peuvent être dans l'admiration, dire c'est beaucoup, c'est une réussite, 50 ans, ça aurait pu se casser la figure tous les jours. Bon, étant donné qu'il n'y a aucun triage parmi les compagnons qui arrivent, on ne lui demande rien au nouveau. Tu as faim, tu veux te laver, tu veux dormir. Bon, et puis on s'expliquera après, on te dira comment on vit. Souvent, celui qui arrive ne le sait pas. Et il le découvre. Et quelquefois, il ne reste pas, il reprend la route, mais d'autres fois, il reste et il reste jusqu'à son dernier soupir. Pour ceux qui voient de l'extérieur, on peut dire c'est merveilleux. Mais quand on est dedans, on ne voit que ce qui n'est pas fait, que ce qu'on n'a pas pu faire, que ceux à qui on n'a pas pu dire oui, viens, on t'attendait. Parce qu'il me faudrait avoir trouvé une autre ville, un terrain, un responsable. Et c'est un peu comme un bon docteur. Un bon docteur, il sait le matin en se réveillant que tous les coups de sonnette, ça sera pour lui dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Alors, monsieur l'abbé, vous faites allusion à votre âge. Qu'est-ce que vous allez transmettre? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Comment vous voyez la poursuite de votre action lorsque vous ne serez plus de ce monde? C'est simple. Toute société, le monde, la Terre entière, maintenant que nous entrons dans une époque d'humanité planétaire, toute société, elle a à faire le choix entre deux principes fondamentaux. Ou bien le service premier des forts, ou bien le service premier des plus petits, des plus faibles. Comme dans une famille, la société la plus élémentaire, c'est une famille. Alors si dans une famille, parce que les aînés, le papa et la maman sont des costauds, on entre, on sort, on claque les portes sans faire aucune attention à un nouveau-né, à un malade, à un vieillard, c'est l'enfer. Il n'y a plus de société, la famille est perdue. Or, nos sociétés sont toutes malades. Souvent d'ailleurs, inconsciemment, il y a des fripouilles qui en sont très conscients et qui en tirent leur profit. Mais pour le plus grand nombre, c'est des braves gens qui ne sont pas assez témoins des détresses qui appelleraient des actions nouvelles, n'est-ce pas? Quand on devient très vieux, on a comme une voix intérieure qui dit « Avant de t'en aller, dis-nous ce que tu sais ». Bien, ce que je dis quand on me pose une question de ce genre, ce que je sais, c'est que la vie, c'est un peu de temps, 86 ans, c'est un peu par rapport aux millions, de centaines de millions d'années du temps, c'est un peu de temps donné à des libertés pour, si tu veux, apprendre à aimer. C'est cela la règle de vie d'une société viable, heureuse. Si, devant le petit,
tout le monde va s'arranger pour le servir et lui permettre de devenir tout ce qu'il est capable de devenir, alors c'est une vraie société, c'est une vraie famille. Et ce que je dis, quand je peux me rendre encore dans les communautés, il y en a 106, 110 à travers la France actuellement, et 350, quelque chose comme ça, entre 32 pays ou 36 pays. Oui. Ce que je leur répète continuellement, c'est cela. Servir premier le plus faible, servir premier le plus souffrant. Et, mais, monsieur l'abbé, est-ce que vous êtes gêné par le fait d'être sanctifié de votre vivant? Vous êtes le Français le plus apprécié par la France. Oui, ça me touche beaucoup. Est-ce que vous êtes gêné ou est-ce que vous dites au fond c'est une force supplémentaire? Je serais coupable si je ne l'utilisais pas comme une force pour que le faible reçoive le coup de main dont il a besoin et que la société s'organise. C'est une force, j'en suis très conscient, et je veux l'utiliser au maximum, cette force. Mais vous êtes quand même un incorrigible optimiste. Vous titrez votre livre « Fraternité » chez Fayard. Vous croyez qu'on peut encore faire un monde fraternel quand on entend parler des guerres, des affrontements, de la violence économique? Vous savez, Malraux avait eu cette parole célèbre, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, et je termine ce livre en disant, bien au-delà de simplement une perspective religieuse, le monde sera fraternel ou ne sera pas. Et le fondement d'une foi religieuse donnera force à cette fraternité, mais si on ne la veut pas, en fait, soyez-en sûrs, vos enfants, avant qu'il se passe très longtemps, ils y seront contraints quand ce ne serait que par la crainte, par la peur devant les colères qui menacent sur le plan national ou sur le plan international. Les partages, ce livre n'est que ça, montrant les chemins de partage auxquels désormais on ne peut pas échapper. Je vous remercie, monsieur l'abbé, d'être venu nous dire votre témoignage ce soir. Et puis nous allons achever ce journal par le printemps des poètes. Chaque soir nous vous offrirons donc tout au long de cette semaine le choix d'une personne connue ou inconnue. Hier ce fut madame Jeanne Moreau qui nous proposait un extrait de Phèdre de Racine. Ce soir, écoutez-la, c'est une institutrice de Châteaufort dans les Yvelines, madame Caroline Marquet. Elle a choisi un texte de Janusz Korczak. C'est un pédagogue juif polonais mort dans le ghetto de Varsovie. La poésie, c'est du temps perdu utilement. C'est la magie des mots, la musique des sentiments mis en mots. À une époque où rien n'est gratuit, où tout va vite, il est bon de perdre du temps et de s'arrêter sur des choses fondamentales, puisque la poésie parle de choses fondamentales. Vous dites, c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez, parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. C'est plutôt d'être obligé de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de s'étirer, de s'allonger, de se hisser sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser. Et de Pierre-Emmanuel Luneau, Marie-Hélène Bonneau et Bernard Puissesseau. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux informations que nous avons développées. Tout d'abord, Roland Dumas qui se met en congé de la présidence du Conseil constitutionnel. C'est M. Yves Guéna qui le remplacera. Et puis au Kosovo, des frappes de l'OTAN contre des cibles serbes sont possibles dans les heures qui viennent. Le président Clinton reconnaît qu'il n'a rien obtenu de M. Milosevic. Dans quelques secondes, la météo avec Nathalie Riouet. À 20h55, la fille de D'Artagnan, de Bertrand Tavernier, suivie à 23h20 de Place de la République. Et à 0h55 du dernier journal de la rédaction de France 2 avec Laurence Ostolaza, suivi du Cercle de Philippe Lefebvre qui recevra Bob Wilson et Ousmane Sow. Et puis à 13h demain, vous retrouverez Rachid Arabe. À demain 20h, bonsoir, merci.